Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission d'après-course du Bulletin GP. Finalement, le retour de l'émission d'après-course. Abdou Salah avec vous, bienvenue. J'espère que vous avez apprécié ce Grand Prix des Pays-Bas. De retour au calendrier depuis pour la première fois depuis 1985. Donc, ça faisait 36 ans, en fait, que cette course n'avait pas eu lieu, évidemment sur un circuit de Zandvoort différent. Alors, pour parler de cette course, j'accueille avec moi deux de mes collaborateurs, Marc-André Fortin et Jean-Sébastien Barbeau. Comment allez-vous, messieurs? Salut Abdou! Salut Abdou! Vous allez bien? Oh oui, on a eu un Grand Prix, enfin! Ouais, on a un Grand Prix enfin parce que, chiche, la semaine dernière, on s'entend, on a eu, 4 heures pour un tour finalement officiel? Entre guillemets. Entre guillemets, ouais, c'est vrai, c'était tout un shit show qu'on a eu la dimanche dernier, mais au moins on a eu... sera déjà explicite. Ah oui, c'est vrai. Ça commence bien, hein, après quoi, quelques secondes, on a déjà... Il faut déjà mettre l'avertissement du E sur les systèmes de balade. Génial. Oui, effectivement. Donc, mes excuses, pas pour pas sur cette fois-ci en fait. Alors, on va revenir évidemment sur certains aspects de ce Grand Prix des Pays-Bas, mais avant tout, je veux juste, pour le plaisir de Marc-André, vous faire écouter une chanson qui est extrêmement populaire en ce moment aux Pays-Bas. Bon, ok, c'est assez. Et ça, c'est la version 1 heure en plus. Oh mon Dieu! Tu vois, celle-là, je ne l'ai jamais écoutée encore. Écoute, peut-être après le show, je t'enverrai le clip audio. Donc, naturellement, on va revenir sur la victoire de Max Verstappen, mais avant tout, comme c'est le cas à chaque émission d'après-course, à l'exception de des fois où on était absent, c'est l'heure des évaluations post-Grand Prix. Donc, évidemment, performance du jour contre performance du jour et le moment cocasse. Et parce qu'il porte du orange, je m'excuse Jean-Sébastien, on va commencer par... Pas de problème. par Marc-André. La couleur du jour. Ben écoute, pour ce qui est du pilote du jour, je vais y aller avec le coéquipier de Max Verstappen, Sergio Pérez, qui partait de la ligne des puits en raison, premièrement, de l'erreur de Red Bull qui l'a mené à ne pas passer en Q2. Et ensuite, bien sûr, dans les circonstances, c'était le moment parfait pour faire un changement de moteur. C'est ce qui a été fait et c'est pour ça qu'il partait d'aussi loin. Mais il a fait une belle course en général, a été celui, je crois, qui a dépassé le plus d'adversaires durant ce Grand Prix. Souvent au même virage que le numéro 11. Je m'attendais pas trop à voir des pilotes y aller de dépassement par ce virage, mais lui, il est allé très souvent. Donc, tout ça mène à une belle position dans les points, malgré tout. Des points qui vont être importants à la fin de la saison, des points aussi qui vont être importants pour sa propre confiance, qui devait être un petit peu affectée depuis les dernières semaines, un petit peu avant cette pause estivale. Mais en général, Pérez a fait une excellente course, a amené des points pour Red Bull et il nous a donné un bon spectacle quand même. Parfait. Et ta contre-performance du jour? Ça a été difficile à choisir. J'ai pas noté énormément de pilotes qui m'ont déçu durant ce Grand Prix, mais j'y suis allé avec les McLaren qui, selon moi, je croyais vraiment qu'ils allaient être plus dominants durant ce Grand Prix. Est-ce qu'ils ont été intimidés par la vague orange et tout ça? Peut-être qu'on a une piste de solution ici, mais Lando Norris qui termine 10e, pratiquement hors des points. Son coéquipier qui est à la limite des points à la 11e position. Donc, c'est décevant pour McLaren parce qu'ils ont perdu de nombreux points
et font face à des adversaires en Ferrari qui ont réussi tout qu'un Grand Prix avec Charles Leclerc 5e et Carlos Sainz qui a terminé 7e. Donc, c'est un Grand Prix qui va peut-être pouvoir faire la différence dans ce championnat à la 3e position. Et malheureusement, aujourd'hui, ce sont les McLaren qui se sont effondrés complètement. Parfait. Et ton moment cocasse de ce Grand Prix? J'en ai pas retenu beaucoup. Outre peut-être une publication que j'ai trouvée très sympathique du compte des réseaux sociaux de Mercedes qui a publié un chandail orange tout juste avant le Grand Prix. J'ai trouvé ça un petit peu cocasse. Donc, je pense que je vais y aller avec ce petit moment. OK. Donc, oui, effectivement, avant la course, ils ont publié je sais pas si c'est un vrai chandail orange, mais il est très beau en passant. Jean-Sébastien, tes évaluations. Alors, évaluation. Pilote du jour, moi, je l'ai donné aux deux pilotes de chez Ferrari, Charles Leclerc et Carlos Sainz. Commence 5 et 6, termine 5 et 7. Franchement, c'est une super performance. Ça leur permet de pouvoir, dépasser Ferrari, de pouvoir dépasser McLaren en tant que 3e place au championnat du monde. Super résultat pour eux. Ils ont confirmé les bons résultats. C'est presque les Ferrari des beaux jours. Malgré leur 3e place au championnat, du fait qu'ils soient à plus de 200 points, je pense, du classement en tête par rapport à Red Bull et Mercedes. Mais 3e place, c'est du solide. La Ferrari avance bien. On est loin de l'année passée, même de l'année précédente. Donc, ça, c'est super positif. Point négatif du jour, je pense qu'Hebdo, on est dans la même idée, puisqu'on s'en est juste un petit peu parlé un peu avant le début du balado. Anthony Giovinazzi qui part 7e, qui finit 14. Il était parti pour faire des points, mais la Alfa Romeo, en performance de course, elle n'est pas là du tout. C'est dommage. Giovinazzi, on le voit, c'est pas un vilain pilote. Il a juste pas une bonne voiture pour l'aider, donc c'est un peu difficile. Et puis finalement, pour l'élément cocasse du jour, il n'y en a pas vraiment. Peut-être Sébastien Vettel qui la perd au virage numéro 3. Bottas, ça aurait pu très mal finir à cet endroit-là. Il y a eu un super réflexe pour pouvoir éviter Sébastien Vettel. Et à la reprise, quand on le voit, il décide de le passer sur sa gauche. Sébastien Vettel, je me dis, il n'y a pas la place. Finalement, il y a la place. Il y a eu le bon réflexe de passer là. Naturellement, je serais passé à droite sur la gauche de Sébastien Vettel, donc j'aurais passé sur la droite. Mais passer par en haut, wow, il fallait bien voir. Ouais, effectivement, c'était un beau réflexe de la part de Sébastien Vettel. Et heureusement, Bottas a eu aussi le temps. La distance entre les deux était suffisante pour pouvoir anticiper un peu comment Vettel allait agir, mais effectivement, mais quand on voit 140 km/h dans ce virage-là, il reste 2 vingtaines de secondes pour choisir une direction. Oui, exactement. Et on s'entend, ça aurait pu vraiment mal tourner. Donc, est-ce que Bottas, c'est peut-être la boutade que je vais faire, est-ce que Bottas serait bon en NASCAR? Possiblement. Ouais, comme la banking, pourquoi pas? Probablement comme Days of Thunder, quand il passe dans la grosse fumée du Big One. Exact. Oui, exactement. Ça aurait été impressionnant, donc, mais je pense pas que Bottas en NASCAR, c'est pour maintenant. Une petite signature en fin de semaine. Ouais, exactement. Moi, de mon côté, performance du jour, Perez, excellent. Et on va reparler justement de ça à remontada. Contre-performance, je vais y aller moi aussi avec Antonio Giovinazzi. C'est un peu par défaut. A perdu 3 places au départ et malheureusement a eu une crevaison en plus, donc ce qui explique pourquoi il a dû reculer, puis il n'a pas été capable de remonter à la surface. Et comme tu l'as dit, Jean-Sébastien, l'Alfa Romeo, c'est pas une voiture qui est faite. Elle est relativement bonne en qualification. Giovinazzi fait très bien comme il l'a fait ce week-end, mais en course c'est très différent. Et ça se voit. Et peut-être c'est ce qui va faire la 2e place. Les points de Williams en Hongrie et en Belgique, malgré tout, sont quand même importants pour Williams et ça fait très mal pour Alfa Romeo. Et le meilleur moyen pour battre Williams, c'est legit avoir un doublé.
doublé. Donc, il faudrait vraiment qu'il arrive quoi que ce soit pour que ça se produise. Sinon, un moment cocasse, je l'ai mis sur mon compte Twitter. Lance Stroll est encore un problème de bouton parce que pendant la course, il fallait juste qu'il appuie sur le bouton OK pour confirmer les ordres de son ingénieur de piste. Il a appuyé sur le bouton pit button. Ouais. Pour pouvoir confondre pit et OK. Ça fait 4 ans qu'il est en Formule 1. Ben, tu vois, c'est pas la première fois, hein. Et, au Grand Prix de Chine en 2019, il s'était trompé avec il voulait utiliser le bouton d'énergie. Il a appuyé sur le bouton radio. Donc, ouais. C'est sûr qu'il y a beaucoup de boutons sur un volant. Il y a beaucoup de mallettes et il y a trop d'affaires, on va se le dire, là. Ouais. Mais là, il me semble que c'est quand même des boutons assez basiques, pit puis OK. Ouais. Mais en même temps, sur un circuit comme Zandvoort, évidemment. Exact, c'est ça que j'allais dire. Ça rend la chose un petit peu plus difficile, je crois. Et en même temps aussi, est-ce que le bouton OK est vraiment nécessaire sur un volant? Je veux dire, il y a déjà tellement d'affaires. Tu veux juste répondre OK pour envoyer un signal automatique. Tu sais, t'enlèves au moins une cochonnerie sur le volant, là. Oui. Ce truc-là a plus de lumière que mon sapin de Noël. Ouais, c'est bon. Wow. Ouais. Ben c'est vrai. C'est vrai qu'il y a un peu trop, voire même beaucoup trop de boutons en Formule 1. Mais bon, que voulez-vous? C'est ça la technologie d'aujourd'hui. La technologie d'aujourd'hui. C'est fun de savoir que Lance Stroll n'est pas tech savvy, mais bon. Ouais, exactement. Ouais. Ben écoute, on va passer du vert au orange. Parce que il faut qu'on parle de la victoire de Max Verstappen aux Pays-Bas à la maison. On peut dire 2 victoires à la maison, étant donné que sa mère est belge. Donc, si on peut compter, bon, c'est une victoire proprement dit, mais si on peut dire que c'est fait une course la semaine dernière. Mais au moins, quelle domination de Verstappen, surtout le premier tour. Il était presque à 2 secondes d'avance sur Hamilton au premier tour. Et au virage 3, on l'a vu, il était parti piou comme une flèche, comme tel flash, en fait. Vraiment, j'ai adoré la performance de Max Verstappen. Jean-Sébastien, toi, est-ce que c'est l'élément qui va faire en sorte que ce championnat va tourner à la faveur du Néerlandais? Du Hollandais, je veux dire? Le championnat est encore long, hein. Il reste 10 courses? 9? Ouais. S'il n'y a pas d'élimination. S'il n'y a pas d'élimination. Là, puis il manque encore potentiellement le Grand Prix de Qatar là-dedans, donc disons 10 Grands Prix. C'est encore loin, là. Ça veut dire qu'on a juste à peine fait la moitié du championnat. Pour la domination de Max Verstappen, je ne suis pas prêt à dire que c'est une domination. Oui, il était capable de prendre l'avance, mais Mercedes a envoyé plein de choses sur Max Verstappen. C'est peut-être ce qui a rendu le Grand Prix intéressant d'un point de vue... c'est même pas stratégique ici, c'est purement tactique. Donc, non, je peux pas dire que c'était super excitant, la domination n'était pas particulièrement là. Heureusement que Mercedes a décidé de changer sa stratégie parce que sinon le Grand Prix aurait été assez soporifique. C'est vraiment l'élément qui a ajouté un peu d'impondérable au Grand Prix. Donc la domination de Verstappen lui permet de pouvoir prendre 2-3 secondes d'avance. C'est pas le train de 10-12 secondes. Là. C'est juste assez pour pouvoir mettre le bras de distance pour avoir quelque chose pour s'asseoir, mais sans plus. Là. L'équipe du côté de Red Bull a été très prévoyante. Ils ont bien surveillé les commentaires. On a vu que Christian Horner qui relayait les commentaires de Lewis Hamilton qui se plaignait de ses pneus. Chose qui est complètement insupportable, à mon avis. Là. Quand ça se plaint à partir du 5e tour, ça, on pourra toujours y revenir un jour. Mais ça montre comment ça se voit que dès le départ, Hamilton n'était pas satisfait du déroulement du Grand Prix parce qu'il fait la chose qu'il fait le plus souvent, c'est-à-dire se plaindre de ses pneus. Mais n'empêche, la domination n'était pas extraordinaire. Est-ce que ça va aider Red Bull pour la suite du championnat? Oui, clairement, il y a une petite avance, 3 points quand même, mais bon, ça compte. Je pense pas que c'est le point tournant du championnat. Ça sera à venir dans les prochaines semaines. Là. Il reste trop de Grand Prix encore. Oui, exactement. Puis je dois dire quand même, la semaine prochaine, c'est le Grand Prix d'Italie et il y a la course sprint aussi. Donc, il y a des points qui comptent. Donc, naturellement, il va falloir être vigilant. Et on sait que
Verstappen, historiquement, n'a pas eu de succès à Monza. Donc, s'il peut capitaliser là-dessus aussi, ce serait bien. Et il l'a fait aujourd'hui, je trouve. Mais je dois dire quand même, oui, peut-être on pourrait pas parler d'une domination pure et dire, mais Mercedes est un peu... comment dire, c'est emmêler les fils aussi. Et d'ailleurs, j'ai vu Nico Rosberg, l'ancien employeur de Toto Wolff, poser la question à Toto, pourquoi cet arrêt au puits? En faisant référence au deuxième arrêt de Hamilton. Et je pense que c'est quelque chose de fondamental à se poser aussi, parce que c'était trop tôt à mon goût. Je pense que c'est là où la course s'est jouée, en fait. C'est que, et même si on sait qu'Hamilton a tendance à dire, bluffer, on peut dire, pour dire, ah, mes pneus sont finis et tout, il a réussi à faire le meilleur tour. Je pense que les carottes étaient cuites à partir de là parce que Verstappen est allé avec des pneus durs qui sont neufs contre des pneus usés pour Hamilton. Alors, je pense que Mercedes s'est raté. Et puis, on voit aussi que commence un peu à craquer sous la pression. C'est pas la première fois que ça arrive. Donc, et de toute façon, l'idée que Hamilton bluffe le truc du les pneus sont finis. À force de crier au lot, on n'y croit plus. C'est ça. Je suis pas sûr qu'il y a beaucoup de gens qui se font encore tomber dans le piège. Et l'autre chose, Hamilton, après, il l'a dit. Ils ont collé notre bluff. C'est pas malin de le dire à la radio. Ouais. Et toi, Marc-André, est-ce que tu veux réagir à tout cela, en fait? Évidemment, d'un point de vue du fan de Verstappen aussi, très content aujourd'hui. Hein? On doit se le dire. C'est agité. Ça va être un beau dimanche, ça, c'est certain. Puis je suis d'accord un peu avec Jean-Sébastien, c'était pas une domination totale, mais malgré tout, le fait que Red Bull ait réussi à aussi bien réagir à chaque occasion et à chaque type de stratégie que Mercedes a tenté, c'est là où je mettrais peut-être la domination de l'avant. On a souvent vu par le passé, le passé qui est très récent, là, de cette année, que à l'occasion, les écuries qui sont à la position de meneur avaient de la difficulté à réagir à la stratégie de l'équipe adverse qui était derrière eux. Et aujourd'hui, on a vraiment vu que Red Bull contrôlait à 100% la course. Dès qu'Hamilton rentrait, on n'attendait pas trop longtemps. Verstappen était au puits également. Et je crois que la meilleure chose pour Verstappen, ça a été de mettre les pneus durs en toute fin de course, alors que la stratégie d'Hamilton et de Mercedes était complètement hors champ. On voyait qu'il restait pratiquement une quarantaine de tours ou peut-être un petit peu moins. Mais moi, je me disais, c'est impossible que Hamilton va réussir à avoir des bons pneus à la fin de la course. Et visiblement, c'est ce qui est arrivé. Alors que Max Verstappen avait des pneus encore très solides pour terminer cette course. Maintenant, tout ça mène que c'est un Grand Prix important pour Max dans sa confiance en lui. C'était un Grand Prix avec d'énormes enjeux, de la pression de ses fans, de sa pression personnelle qu'il se donnait en raison des mauvaises performances qu'il a eues lors des deux dernières, disons, on va pas parler de la course en Belgique, mais des deux autres, en Hongrie et en Grande-Bretagne. C'était des victoires, c'était une victoire importante pour Max dans le championnat. Il a réussi à aller la chercher et notamment, tu as parlé de Monza. Ça va être important aussi à Monza de capitaliser et de réussir enfin un peu passer le corbeau là, puis de réussir à une bonne performance à Monza. Et avant de passer au prochain sujet, je viens de lire sur Twitter, il y a Nico Rosberg qui fait encore des siennes. Je vous lis ceci. Il a dit qu'une certaine compagnie de streaming, je vous laisse deviner laquelle, a été appelée chez Mercedes, aurait été appelée chez Mercedes dans le motorhome pour filmer un certain pilote signer un contrat chez Mercedes. Je vous laisse deviner qui. Enfin. Hey, écoute, ça pourrait bien être Bottas, hein? J'ai dit ça, je dis rien. Alex Albon. Ah oui, aussi. Ou Nicolas Latifi. Hein? Nicolas Latifi. Non, ouais. Ça c'est les odds à Las Vegas, je pense pas qu'ils sont bons là-dessus. Oh, ça c'est intéressant ça. Ça c'est très intéressant ça. J'ai bien envie de voir Netflix en train de filmer un certain George Russell.
Ouais, aussi, ouais. Donc, c'est ce qui est Nico Rosberg. Peut-être que Nico Rosberg aussi dit ça pour troller aussi, mais ça peut être vrai aussi. Mais ouais, mais c'est fort possible. Je pense que c'est un secret de Polichinelle, comme Ça quoi. le devient de plus en plus, disons. Ouais, exactement. Imaginez si c'est Bottas qui re-signe, comment ça va hurler. Ouf, j'ai pas envie d'être sur Internet. Parce que je sais pas si vous avez entendu l'entrevue avec Pierre Rude en début de Grand Prix hier. Il y a eu une entrevue avec Bottas. Et puis, Bottas semblait parler d'un contrat de plusieurs années. Il était heureux d'enfin avoir un contrat de plusieurs années et ça m'étonnerait que ce soit avec Mercedes. Ouais, ça me surprendrait aussi, je pense que. Puis de toute façon, on a beaucoup parlé de rumeurs déjà avec la retraite de Kimi Raikkonen, les rumeurs comme quoi il irait signer chez Alfa Romeo, et c'est vrai, il n'a jamais eu de contrat de plusieurs saisons avec Mercedes, c'était souvent des contrats renouvelables. Donc un peu de stabilité, ça peut pas lui faire de mal non plus à ce pauvre pilote qui était année après année renouvelé. Des mauvais commentaires de la part de ses employeurs. Donc, je pense que ça va être bon pour lui un nouveau départ. Peu importe où c'est, que ce soit Williams, Alfa Romeo. Tiens, et on verra effectivement, mais on va reparler un peu plus tard de Valtteri Bottas dans le contexte de la course elle-même, parce que en fin de course, c'était plus lui qui a fait les manchettes. Mais sinon, on va parler on en parlait, Jean-Sébastien, Marc-André et moi, en conversation privée. Le classement du Grand Prix en tant que tel, c'est Verstappen, Hamilton et Bottas. C'est le top 3. Mais en arrière, tout le monde a fini avec un tour de retard et plus. Et lors du dernier Grand Prix des Pays-Bas en 1985, c'était le top 4 qui avait terminé sur le tour du meneur. Donc, je vais commencer avec Jean-Sébastien parce qu'évidemment, on en parlait beaucoup. Donc, toi, t'as vraiment hâte à 2022 pour voir un peu un peloton un peu plus pacté. Oui, un peloton plus resserré, oui. Le top 5, d'ailleurs, inchangé au terme du Grand Prix. On notera que Gasly est parti 4e, a fini 4e, Leclerc est parti 5e, a fini 5e. Mais non, le reste, c'est une catastrophe. Un tour de retard à partir de Gasly, 2 tours de retard à partir de Stroll qui est 12e. C'est une catastrophe. Au début du Grand Prix, le rythme était beaucoup plus élevé. On était parti sur un rythme de presque 3 tours et demi. C'était difficile. Ça arrange personne voir un Grand Prix. Lorsqu'on donne les écarts, on ne connaît pas les écarts passer une certaine voiture parce qu'on en indique juste plus one lap. C'est pas très intéressant. Ça donne une mauvaise figure à la Formule 1 malgré le résultat d'aujourd'hui. Ça fait tâche. Les grands patrons de la Formule 1 vont devoir en prendre note parce que c'était trop. J'espérais pendant le Grand Prix qu'il y ait une voiture de sécurité pour au moins on puisse réinitialiser un peu la chose et étaler le trafic et regrouper le trafic. Mais on l'a pas eu malheureusement. Je m'attendais à avoir beaucoup de casses. Il n'y en a pas eu. Je m'attendais à avoir des accidents. Il n'y en a pas eu. Non, il y a peut-être des petites choses à faire. Il faut peut-être l'allonger un petit peu, mais le terrain derrière n'est pas facile. On ne peut pas nécessairement l'allonger partout parce qu'il y a beaucoup d'éléments de la plage n'est pas loin. Il semble y avoir des terrains de camping. Il y a la ville de Zandvoort aussi. C'est compliqué d'essayer d'étirer un petit peu. Les terrains sont assez, disons, comme on dit en anglais, uneven, là, ils sont loin d'être plats, là, tout bouge, tout ça bouge beaucoup, donc il faut vraiment travailler le terrain. C'est un circuit qui est peut-être pas tout à fait adapté aux Formule 1 de 2021, peut-être qu'elles seront plus pour 2022 quand ça sera plus serré, mais non, plus un tour à partir du 5e, là, c'est une tristesse. À partir du 4e, c'est une tristesse. Ah oui, exact. Puis, juste pour vous dire, Lance Stroll est le premier avec 2 tours de retard. Ah oui. Et il a fini 12e. Donc, c'était quand même, on a relativement une bonne course, mais 2 minutes 30 de retard au terme de 1h30 de Grand Prix quand même. Ouais. C'est beaucoup. Ouais. Quand t'es juste en 12e place. Ouais. C'est ça, c'est triste à voir. Puis, pour vrai, c'est comme si on a 3 clans. T'as le trio qu'on connaît actuellement. Le mid-pack. Le mid-pack est essentiellement Ferrari, Gasly et Lando Norris. Ouais. Puis après, tout le monde. Tout le monde. Puis si on peut ajouter un 4e, Haas.
Haas, oui, c'est ça, j'allais dire. Haas, en quatrième. Ouais. Et toi, Marc-André, est-ce que tu crois que... j'ai envie de te poser la question. Est-ce que c'est spécifiquement le circuit en tant que tel ou bien c'est un mélange des voitures d'aujourd'hui et le circuit? C'est une multitude de circonstances. Je pense que le circuit est petit. Le circuit, ça va vite. On a vu rapidement que Verstappen prenait une belle avance là, sur les derniers. Je me souviens plus. J'ai pas noté exactement quand Verstappen a dépassé Spin en premier, mais je me souviens que j'avais été surpris de le voir déjà là. Mais écoute, je pense que c'est ça, le circuit. Je pense que Jean-Sébastien l'a bien expliqué. Le circuit pourrait être un petit peu modifié pour le rendre plus intéressant et que les écarts soient moins longs. Mais en même temps, le terrain n'est pas fait pour cela. Je pense que le circuit est beau aussi comme ça. Il y a la petite saveur historique qui rend ça un peu magique. Mais on espère que l'an prochain, ça va être mieux avec des voitures qui vont se suivre mieux, entre guillemets. On verra si ça va vraiment être le cas. Mais si c'est le cas, on devrait avoir un bon spectacle sur ce circuit. On a vu qu'il y avait des belles zones de dépassement et ce sont des zones qui nous offrent des beaux dépassements également, par l'extérieur au premier virage, par l'intérieur au numéro 11, de l'extérieur même au numéro 11. Donc, il y a la possibilité d'en faire, il y a la possibilité de se suivre. Maintenant, on espère que cette nouvelle voiture qui a été dévoilée en Grande-Bretagne il y a quelques semaines puisse faire le travail. Je pense que la Formule 1, bon, on en a déjà parlé dans un autre podcast, mais je crois que la Formule 1 a bien fait son travail en simulation et pour espérer que ces voitures puissent enfin nous donner le spectacle qu'on souhaite en Formule 1, soit plus de parité entre les voitures. Définitivement. Et puis, je trouve aussi que c'est ça, c'est comme, à moins d'un mélodrame qui se passe dans le top 3, on sait déjà, qui va gagner entre Verstappen ou Hamilton. Je m'excuse d'altérer, à moins d'avoir mangé le porridge que je lui ai, qu'il a préparé, mais c'est juste. Valtteri est à 101 points de Max Verstappen. Imaginez. 101 points et demi, c'est ça. C'est fou. Et en plus, il n'a pas gagné depuis le Grand Prix de Russie 2020. Donc, ça va faire presque un an qu'il n'a pas gagné. Et avouons-le, en Russie, il était en très belle position pour le gagner. Il n'avait pratiquement pas le choix. Il partait troisième. Ah oui, c'est un mastermind. En plus de la finalité de Hamilton, 2 fois 5 secondes en plus. Alors, c'était quand même bien. On va parler de Checo. La remontada, et quelle remontada ce fut. Parti de la ligne des puits après avoir été éliminé en Q1 hier, donc ils ont changé son moteur, donc ils ont décidé de ne pas prendre de chance étant donné qu'il est à la limite des changements de composantes du groupe propulseur. Il a fait une bonne course malgré le fait qu'il a dû changer ses pneus durs avec lesquels il a commencé très tôt pour aller avec les médiums. Ça a cliqué et au final, il a été punchy, excusez-moi l'anglicisme, punchy, une très belle attitude pour dire c'est qui le prochain. Alors, vraiment, j'ai adoré sa course. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, Marc-André, de Checo? J'en ai parlé un peu en première partie du podcast, là, quand j'ai donné mon pilote du jour, mais ça a été une belle remontée encore pour Checo. On sait qu'il est capable. Depuis le début de la saison, quelquefois, des petites erreurs en qualification qui faisaient en sorte qu'il partait très loin. Et on restait sur notre fin. On dirait qu'il n'était pas capable de donner le maximum de cette voiture et il commence tranquillement à s'habituer à cette nouvelle voiture. Bon, on va se le dire, on est quand même loin dans la saison pour dire ainsi, mais quand même, c'est un pilote qui est bourré de talent. Il faut juste qu'il soit en mesure de le démontrer. Il y a des difficultés en qualification. Bon, là, c'était hors de son contrôle. On a un peu remarqué que Red Bull l'a encore sorti très tard. Il a été pris un peu dans le trafic, pas réussi à faire son dernier tour ultime en Q1. Et je pense que dans les circonstances, ça a été une bonne chose aussi parce que là, il se retrouve en excellente position avec deux nouveaux moteurs, ou presque, pour la fin de la saison, ce qui est très important. Le problème pour Red Bull, ça va être avec Max Verstappen.
quand est le meilleur moment pour faire le changement de moteur, ça va être une question qu'ils vont devoir se poser. Mais pour ce qui est de Checo, c'est réglé. Ils ont 2 moteurs en stock. Ils vont pouvoir les utiliser pour que la saison puisse bien tourner pour lui et rapidement peut-être monter les échelons parce que il y a des pilotes devant lui aussi qui vont devoir changer de moteur, donc des pénalités à prévoir, des possibilités aussi de remonter au classement. Donc pour Perez, c'est un Grand Prix positif. Il sort avec des points quand on s'y attendait peut-être pas, surtout sur un circuit comme Zandvoort, qui était, disons, pas très... un circuit avec des difficultés pour dépasser. Exactement. Et Jean-Sébastien, il y a eu un contact léger, on pourrait dire, entre Perez et Norris à quelques tours de la fin. Qu'est-ce que tu en as pensé, en fait? Parce que moi, je trouve que Norris a été un peu trop impatient pour revenir devant, pour essayer de se défendre contre Perez. Donc, qu'est-ce que tu en as pensé? Le manque d'expérience, tout simplement. Il voyait bien qu'il commençait à perdre des points et que la 3e place au championnat l'échappait. Donc, il a juste essayé de défendre sa position. Ça a été un petit peu maladroit. Ça arrive, c'est pas si grave. Ouais, c'est ça. Pour Checo, par contre, je m'attendais à un Grand Prix beaucoup plus difficile. Quand au début du Grand Prix, tu l'as mentionné, Abdo, il a fait son changement de tenue après avoir fait une belle cloque sur un gros freinage au numéro 1 parce qu'il essaie de dépasser, je pense, Nicolas Masspin ou était-ce Mick Schumacher, je ne sais plus de quel des deux as, mais enfin, il y avait une chicane mobile qui le bloquait. Et je m'attendais vraiment à un Grand Prix très, très difficile. Finalement, non. Première chose que j'ai remarqué, on arrive à la mi-course, il est dans les points. Ça m'a complètement étonné. Donc, oui, très bonne voiture. Excellent choix de Red Bull de l'avoir re-signé pour l'année prochaine. C'est un vrai bon pilote, Sergio Perez. Ça se voit. Ouais. Et justement, ça m'amène à dire, parce que évidemment, Perez a été re-signé pendant le Grand Prix de Belgique. C'est un très bon choix, mais qu'en est-il revenons en arrière. Si Red Bull regardait les performances de celui dont on va parler après, Pierre Gasly, est-ce que vous seriez et que le contrat de Red Bull n'était pas signé, que Perez a quand même eu son accident en Belgique avant la course. Est-ce que vous seriez en train de contempler de faire revenir Gasly, ou bien vous auriez quand même gardé Checo? Gasly, c'est dangereux parce qu'il s'est déjà frotté à Max Verstappen. Ça s'est très mal passé. Est-ce que Verstappen a un ascendant psychologique sur Gasly? Sans doute. Perez, lui, a l'air de s'en foutre un peu parce qu'il a déjà une bonne carrière derrière lui. Il sait comment ça marche et puis ça passe. Pour Gasly, ça serait peut-être intéressant qu'un jour qu'il puisse quitter cette équipe-là, mais le problème, c'est que devant, dans les autres équipes, il y a à peu près de la place nulle part. C'est difficile. Ouais. Tout le monde est jeune. Le meilleur siège qu'il y aurait, peut-être, après, ce serait quoi? Un Vettel qui prendrait sa retraite? C'est difficile pour lui de trouver une autre place. Et dans la comparaison, il écrase Tsunoda. C'est violent. En même temps, on sait que Tsunoda, sa première saison, il faut lui donner une chance. Alors que Gasly a l'air d'adorer cette voiture. On va se le dire, là, cette voiture est faite pour lui. Donc, non, c'est un peu difficile pour Gasly, mais il est bien là, il fait des bons résultats, il a fait 4e. Pourquoi s'en aller? Non, c'est ça. Je veux dire, la AlphaTauri de cette année, elle est très bonne, puis je ne le répéterai jamais assez. C'est une voiture qui a le potentiel d'être un joker dans la bataille au milieu du peloton. S'il n'y a pas d'erreur de pilotage, comme ça s'est vu un peu plus tôt cette année. Mais en même temps, comme tu l'as dit, il écrase Tsunoda, mais Tsunoda, c'est une recrue. Donc, c'était quelque chose à prévoir aussi. Et encore là, je pense qu'il y avait beaucoup de gens qui voyaient Gasly chez Alpine à la place d'Alonso, mais soyons honnêtes, Alonso, c'est pas quelqu'un que je vois encore hors de la Formule 1. Je pense qu'il a encore son talent. Mais sérieusement... Et si la Alpine n'évolue pas, il y a des chances que Alonso s'en aille et qu'ensuite Gasly essaie de prendre la place. Et là, tu aurais une belle équipe 100% française. Ouais, mais à condition que Gasly et Ocon enterrent la hache de guerre, parce que les deux ne s'entendent pas très bien.
Ce serait pas la première fois qu'on verra deux pilotes se détester dans une même équipe. Ah, ça, c'est vrai. True. Marc-André, parlant de Pierre Gasly, on va parler de sa course. 4e. On va se dire, il a été tout seul, mais je dois dire, il a fait le travail tout le week-end. Oui, puis c'est dur d'être seul dans son monde, dans un circuit comme celui de Zandvoort, parce que c'est physique, c'est intense, puis on dirait qu'à un moment donné, il y avait tout simplement plus d'objectifs. Le seul objectif, c'était de finir 4e. Et visiblement, il l'a très, très, très bien fait. Encore une fois, c'est un pilote extraordinaire. Pour ce qui est de votre question de tantôt, j'ai l'impression qu'un jour, il aura sa chance chez Red Bull. Et pour une première fois depuis quelques semaines, il a l'air d'être intéressé aussi par le baquet de Perez. On l'a souvent entendu dire j'aime ma voiture avec AlphaTauri, j'aime ce que je fais en ce moment, je suis bien. Là, dernièrement, dans ses commentaires, c'est beaucoup plus tourné vers Red Bull et des messages très clairs envers Dr. Helmut Marko. Peut-être qu'un jour, il aura sa chance. Est-ce le bon moment actuellement? Je doute. Parce que, bon, comme vous l'avez dit, il est bien dans cette voiture. Elle est faite pour lui. Il obtient des bonnes performances. Mais je pense qu'il aspire à plus. Et pas juste ça, il aspire à prouver à tout le monde que c'est un manque de maturité, c'est un manque d'expérience qui a fait en sorte qu'il a eu aussi dur chez Red Bull. Et je lui souhaite d'avoir la chance de le faire. En espérant que ce soit positif, effectivement. Mais écoute, je pense qu'on voit que Pierre Gasly est un talent naturel, c'est un bon pilote, c'est l'un des meilleurs jeunes pilotes. Et le fait qu'il n'y ait pas de place nulle part ailleurs, je comprendrais pas pourquoi. Je quitterai pas AlphaTauri cette année, ni l'an prochain pour Alpine, à moins qu'il y ait une extraordinaire avancée chez Alpine. Ouais, exactement. Et je dois dire quand même que Alpine, c'est sûr qu'elle se concentre sur 2022. Tout le monde se concentre sur 2022. Mais moi, personnellement, je vois pas Alonso décider de quitter sur le champ en 2022 parce que la voiture ne lui plaît pas. Il va essayer de finir la saison, de faire du mieux qu'il peut. Mais je pense que Gasly, après 2022, va essayer il va regarder ailleurs. Donc, mais sinon, aujourd'hui, je trouve que vraiment, ce sont des points importants pour AlphaTauri, surtout avec le fait que Tsunoda a dû abandonner pour des problèmes mécaniques. Donc, je trouve que le Français impressionne et continue en fait cette incroyable séquence de courses dans les points. Et c'est la seule écurie AlphaTauri à avoir marqué des points dans toutes les courses. Donc, c'est ça, c'est une constance incroyable de la part du Français et surtout avec une voiture qui est genre la 5e, 6e meilleure du plateau. Okay, oui. Donc, je trouve que vraiment Gasly mérite une mention très honorable en tant que pilote du jour aussi. C'est sûr que Perez a offert le spectacle aussi de son côté, mais en termes de performance, pour marquer des gros points, Gasly a été exceptionnel. On va passer maintenant dans une bataille qui est, outre le championnat des pilotes, est très intéressante, celle pour la 3e place chez les constructeurs. McLaren contre Ferrari. Donc, Ferrari a eu le gros, tu l'as dit Jean-Sébastien, a eu le gros bout du bâton ce week-end. Charles Leclerc 5e, Carlos Sainz 7e. Et chez McLaren, on marque des petits points en fait. Alors Ferrari a maintenant l'avantage de la 3e place après ce Grand Prix des Pays-Bas. Alors est-ce que c'est comme on le voit, est-ce que ça peut être un moment qui clique cette année? Parce que vraiment, j'ai trouvé Leclerc a été très bon. Carlos Sainz un peu moins. Il a perdu sa 6e place au départ de Fernando Alonso qui, on n'en a pas beaucoup parlé, a fait une bonne course malgré un début de course un peu plus lent. Mais la stratégie des Ferrari d'aller avec des pneus durs, ça a fonctionné.
Oui, ils sont capables d'être gutsy, ils sont capables de penser à d'autres plans. On l'a vu avec Leclerc, où on lui a dit on passe au plan B. C'est une bonne chose. L'avance actuellement de Ferrari versus McLaren, elle est de 11 points et demi. C'est 181,5 contre 170. C'est très intéressant pour la suite du championnat. Par contre, les prochains Grands Prix ne sont pas nécessairement à l'avantage de Ferrari parce qu'on est sur des circuits beaucoup plus rapides, moins des circuits peut-être un peu lents, notamment au deuxième secteur, par exemple. Donc, l'ascendant de Ferrari va peut-être être un peu plus à doser. Il sera certainement à doser par rapport à McLaren, mais la bataille, clairement, pour la troisième position risque d'être excitante. Oui, effectivement. Marc-André, qu'est-ce que tu en penses? Ah, ça va être une bataille excitante, ça c'est certain. Je pense que le point de Jean-Sébastien est très intéressant. C'est vrai que les prochaines courses pour Ferrari seront peut-être plus difficiles. Par contre, ce qui est positif, c'est que lorsque Ferrari est dans la course, habituellement, depuis le début de la saison, ils réussissent à concrétiser et à marquer plusieurs points importants. Et c'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui. La Ferrari, sur ce circuit, allait super bien. On l'avait vu en début de fin de semaine également durant les essais. C'était une voiture qui semblait à l'aise. C'est une voiture qui semblait prendre le rythme des qualifications et des essais. Et en course, j'avais hâte de voir si elle était capable de tenir le coup. Et c'est ce qu'elle est fait. Donc, effectivement, je pense que Ferrari et McLaren vont nous offrir une belle course jusqu'à la toute fin. Aussi belle que celle entre Max Verstappen et Mercedes. Et c'est ça qui est positif présentement. On a plusieurs petites batailles de part et d'autre. Ce qui va nous offrir à la fin une satisfaction aussi de cette saison. Mais à la toute fin, je crois que McLaren va sortir gagnant, mais ça va être très difficile parce que Ferrari montre leurs dents, montre leur croc. Donc, j'ai très hâte de voir cette fin de saison qui va être assez excitante, effectivement. Oui, et surtout ne pas oublier que Ferrari a eu a fait une évolution moteur qu'elle a amené, qui devait amener pour ce Grand Prix de Belgique. Mais au moins, ça nous a montré que l'écurie est prête à tout pour la troisième place. Puis même si Daniel Ricciardo a relativement bien fait aujourd'hui, Norris a une bonne stratégie aussi. Je trouve que Ferrari vraiment commence, comme tu l'as dit, Marc-André, à montrer à monter de niveau et je pense que c'est ce qui va être intéressant. Surtout que la semaine prochaine, c'est à la maison, donc il y a une pression supplémentaire d'aller chercher des gros points et de commencer à consolider cette troisième place. Mais d'un autre côté, Norris, ça a été de la malchance pour Norris au cours des deux derniers Grands Prix, outre celui de Zandvoort. Hier, c'était juste un manque de performance où il a été éliminé en Q2 pour la première fois depuis sa cure 2020. Mais là, aujourd'hui, à part peut-être le contact avec Perez, que je trouve qu'il était un peu responsable de cette collision. De ce contact, en fait, sans trop de dommages, je trouve que McLaren commence à avoir une petite baisse de régime, mais ils ne doivent pas laisser passer cette troisième place. Quand on regarde parmi les deux équipes, le pilote le plus faible entre McLaren et Ferrari, c'est clairement Daniel Ricciardo. C'est lui, qui transporte vraiment, qui tire par le bas ce duel. S'il y avait un pilote peut-être un peu... pas s'il y avait un meilleur pilote. Si Ricciardo était plus à l'aise dans cette McLaren, faut dire aussi que Daniel Ricciardo, depuis quelques années, n'arrête pas de trembler d'une équipe à une autre. S'il arrive à pouvoir bien comprendre la McLaren, il pourrait faire beaucoup de dégâts à Ferrari. Oh oui, clairement. Et il reste encore quelques Grands Prix, alors ça veut dire que Ricciardo n'a plus le choix d'offrir de belles performances pour McLaren. Exact. Je vais vous montrer une photo que Planète F1 a mis comme page de couverture sur leur page Facebook. Je vais vous le montrer, je vais juste me mettre solo en fait. Attendez. Boom! Ça, c'est leur nouvelle photo de couverture. Alors, il faut quand même la décrire pour les gens qui ne voient pas le balado. C'est un certain Valtteri Bottas qui, comme on dit, nous présente chacun ses majeurs. Exactement. Avec une attitude très ferme. Oui.
Ça, c'est supposé être le Valtteri Bottas 2.0. Avec la barbe, évidemment. Je dirais Valtteri Bottas 3.0, parce que le 2.0, c'est quand même cette partie de l'anatomie humaine qu'on a vue sur Netflix. Écoute, avec David Coulthard qui nous a montré son derrière à la plage nudiste sur Instagram, j'ai pas envie de me remémorer les souvenirs du derrière de Bottas sur Netflix. Mais oui, il faut qu'on parle de Bottas. On en a parlé un peu plus tôt, mais là, il y a eu quand même une situation un peu plus pas inquiétante, mais un peu révélatrice. Je sais pas si c'était quelque chose, si c'était juste une malentente, en fait. Bottas a dit, en fait, James Walls, le stratégiste en chef chez Mercedes, a dit à Valtteri de ne pas faire le meilleur tour. Et quelques secondes plus tard, Bottas a fait le meilleur tour que Lewis Hamilton a dû reprendre dans le dernier tour. Mais pour plusieurs, ça laisse présager que peut-être c'est signe qu'un pilote, c'est qu'il ne reviendra pas l'année prochaine. Puis avec ce que Nico Rosberg a dit tout à l'heure concernant un service de streaming avec des caméras chez Mercedes, ça laisse présager que c'est officiel que Russell va aller chez Mercedes en 2022. Je voudrais avoir vos impressions là-dessus. Est-ce que vous pensez que c'est ce qui s'est passé tout à l'heure, le fait que Bottas obtienne le meilleur tour, malgré les contre-indications, c'est juste c'est un malentendu, ou bien c'est juste le signe d'un pilote qui sait que qui ne reviendra pas chez Mercedes, Marc-André? De mon côté, moi je pense qu'ils l'ont mérité. Écoute, Bottas était à quoi, 28 secondes lorsqu'ils l'ont fait entrer. Et c'était justement pour faire entrer Hamilton, mais Hamilton avait en masse le temps de rentrer, de mettre ses pneus, de retourner sur la piste sans que Bottas soit dérangeant. Moi, ça m'a dérangé un peu qu'on fasse entrer Bottas. Bon, c'est pas que c'est important nécessairement parce qu'il n'a pas perdu de position non plus, mais je sais pas, c'était l'idée que Bottas devenait dérangeant pour Hamilton et tout ça. Donc, je pense que c'était un petit peu pour répondre à tout ça, vu qu'il était, disons, pas très d'accord avec la décision de Mercedes. Et je ne pense pas que non plus Bottas va être là pour mettre des bâtons dans les roues d'Hamilton dans le championnat. C'est un pilote qui est respectueux, c'est un pilote qui est droit, c'est un pilote qui... je pense pas qu'il va se mettre à dos Mercedes, Hamilton et tout ça. Je pense que son but, c'est juste de courser, de faire ce qu'il peut faire pour gagner, peu importe. Mais je pense pas que ce soit pour mettre des bâtons dans les roues de son ancienne écurie, si on peut l'appeler ainsi maintenant, là, alors qu'on sait très bien que c'est un divorce qui va se faire dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc non, j'ai vraiment l'impression que c'est un pilote qui veut juste profiter de ses derniers moments avec cette écurie de grand talent, cette voiture qui lui permet de possiblement à chaque Grand Prix de gagner s'il le souhaite et si les circonstances sont là. Donc non, je pense vraiment que c'était pas maladroit de sa part. Je crois que c'était une réponse tout à fait normale de Bottas. OK. Ouais, je suis et de d'accord. pousser un peu Hamilton aussi également. Parce que, écoute, il faut pas que ce soit trop facile d'avoir le meilleur tour. Et nous l'a prouvé qu'il était capable d'aller le chercher là, en 1 minute 11 et des poussières. Là. Wow! Ouais. Et toi, Jean-Sébastien? C'est de la frustration pure et simple. Il essaie de montrer qu'il est encore capable. Même si peut-être les carottes sont cuites, je préfère attendre avant de dire qu'il part et que c'est le divorce avec Mercedes. Mais visiblement, il a essayé de montrer quelque chose aujourd'hui. Il essaie de faire un statement, comme on dit. Et ça a passé, mais peut-être pas très bien. Et sans doute qu'à l'interne, ça va très, très mal passer parce qu'on sait que les lundis à Stuttgart, il y a toujours la réunion avec Mercedes et pour savoir si qu'est-ce qu'on retient des éléments positifs et négatifs. Et ça sera sans doute dans la colonne des points négatifs.
Ouais, je sais que ça va beaucoup parler, surtout sur les réseaux sociaux de ce moment. D'ailleurs, Bottas a dit en entrevue, j'ai regardé ça un peu, il disait qu'il était juste en train de, excusez-moi le terme anglais, playing around, et non en train de défier les consignes d'équipe. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Enfin, on verra parce que j'ai comme l'impression que on sait, comme tu l'as dit, les carottes secrètes. Je pense que c'est un secret de Polichinelle. Ça se voit, même Christian Horner. Peut-être, il le disait à la blague, mais peut-être que c'est quelque chose qui se sait déjà dans le paddock. Ben parce que techniquement, Horner est impliqué avec dans disons cette chaise musicale avec Alex Albon qui pourrait aller possiblement chez Williams si Mercedes ne bloque pas le transfert et tout ça, mais bon. De toute façon, Formule 1, un secret, la chose qu'on garde le moins bien. Exactement. Surtout lorsqu'il est question de transfert. Ah ben oui. Ah ouais. Et je pense à ça, tu sais, au soccer, il y a Fabrizio Romano qui est notre avec son fameux Here We Go, qui a été la vedette. Je pense qu'il nous faut ça aussi en Formule 1 aussi. Là. Je sais pas c'est qui, est-ce que c'est Chris Medland, bien c'est Race Fans qui sont pas mal les sources les plus fiables quand il est question de sources, de rumeurs en Formule 1. Mais c'est ça qui rend les choses intéressantes. Là. Quand il y a des rumeurs qui sont très bien fondées, on sait que ça va arriver. Oui. Avant de se quitter, je voudrais on va donner une mention honorable aussi à Robert Kubica parce que on vous rappelle Kimi Räikkönen, le nouvellement retraité d'ici la fin de la saison, a été testé positif à la COVID-19, a été remplacé par Robert Kubica qui est le pilote de réserve chez Alfa Romeo et il y en a beaucoup qui se demandaient aussi pourquoi Callum Ilott n'est pas là, lui aussi qui est le pilote de réserve. Ilott est présentement au Nürburgring pour une course de GT. Et en plus, la semaine prochaine, il s'en va en IndyCar à Portland, donc il n'était pas disponible. Et évidemment, il y a toute cette question de partenariat avec Orlen, le commanditaire principal d'Alfa Romeo aussi. Donc, au moins, ça nous a donné la chance de revoir Kubica pour la première fois depuis Abu Dhabi 2019, alors qu'il était chez Williams. Rapidement, est-ce que vous avez... il mérite une mention honorable, je trouve. Ah ben oui. Ouais. Ah oui. Voir Robert Kubica, moi, ça me rend heureux. S'il est en Grand Prix, s'il fait partie de l'élite, tant mieux pour lui. Les dernières années ont tellement été difficiles. Donc, moi, voir un Robert Kubica en Grand Prix, même si les résultats, des fois, sont catastrophiques, comme on l'a vu lorsqu'il était encore en Formule 1, lorsqu'il faisait des saisons complètes. Mais là, on le voit aujourd'hui. Il est arrivé samedi matin. C'est toujours très difficile. Tu as juste 1 heure pour prendre la voiture. Tu es déjà en mode qualif. Tu n'as aucune idée à quoi ressemble la voiture sur les longs relais. Très bien. Très, très bien. Oh oui, Vraiment. vraiment. On le revoir en fin de semaine prochaine parce que dans une semaine, Räikkönen il risque encore d'être positif à la COVID. Ça va dépendre aussi de ses résultats parce que là, il est retourné en Suisse en jet privé, donc il va devoir subir 2 tests négatifs pour voir s'il va être apte à C'est bien, il va contaminer toute sa famille en plus. Ouais, écoute, c'est parfois il y a des règles qui sont contournables quand il est question. Exact. Et donc Kimi Räikkönen est maintenant pré-retraité en ce moment. Exactement. Et toi, Marc-André? Mais écoute, c'était le fun de le voir sur la piste. On l'a senti peut-être un peu fatigué en milieu de Grand Prix. C'est pas facile, comme Jean-Sébastien l'a dit, d'arriver samedi, d'être à l'aise dans une voiture. Ça faisait longtemps non plus qu'il n'avait pas été dans une Formule 1. Donc, tout ça mène à ce que ça a été une belle performance malgré tout. Écoute, il finit devant quelques pilotes avec plus d'expérience que lui dans cette voiture 2021. Donc, ça, c'est positif pour lui et également, après beaucoup d'épreuves et de difficultés dans son cas, de le voir encore dans une voiture, c'est satisfaisant. Donc, on espère peut-être le revoir, même si au plus vite, je revois Räikkönen dans cette voiture jusqu'à la fin de la saison, mieux je vais me porter, mais j'ai hâte de voir. Ah oui. Peut-être qu'on le verra à Monza, mais en tout cas, ça faisait du bien de le revoir. Surtout si ça peut effacer. Peut-être ça n'effacera pas sa déception immense d'avoir perdu la victoire aux 24 heures du Mans en LMP2 dans le dernier tour, mais au moins, je crois qu'il s'est amusé. Il s'est vraiment amusé. Ah, sûrement. Ah oui. Et finalement, moi, je vais dire,
performance extraordinaire de la foule à Zandvoort, de l'organisation du Grand Prix des Pays-Bas, parce que vraiment, et je l'ai dit, oui, Marc-André est super content, mais vraiment, c'est une très belle ambiance. On sait que le Grand Prix des Pays-Bas devait revenir à l'origine en 2020, mais évidemment, avec la COVID, ils n'ont pas pu le faire, les mesures sanitaires n'étant pas possibles d'organiser. Ils ont dit, on veut organiser un Grand Prix avec des fans et avec raison parce que il y a l'engouement Max Verstappen et je dois dire mission accomplie et ça avec 2/3 de la capacité totale à Zandvoort parce que il y en avait 65 000 au cours à chaque jour et normalement il y en a 105 000 donc imaginez en période pré-pandémie. Mais moi je dis c'est la meilleure ambiance qu'on a eu depuis Monza 2019, on pourrait dire. Oui, parce que vraiment, c'était exceptionnel. Et surtout avec un Max Verstappen qui a été excellent, là, je dois dire. Vraiment, bravo à l'organisation du Grand Prix des Pays-Bas. Puis c'était un sacré baume après. Les Pays-Bas ont eu le temps de se préparer, notamment au mois de mai, lorsqu'ils ont organisé l'Eurovision avec 3500 personnes dans une arena, au Ahoy Arena à Rotterdam. Pour eux, c'était l'épreuve test pour pouvoir voir comment se propager la COVID lors de grands événements. Les résultats ont été assez positifs. Je crois qu'il y a eu à peu près que 45 spectateurs qui ont eu des résultats positifs de COVID, ce qui est peut-être trop encore, mais remarquez. Et avec la vaccination qui a avancé, avec un événement en extérieur, sur le bord de la mer, la circulation de l'air est assez élevée, mais ça faisait un peu peur de voir autant de gens quand même collés les uns sur les autres, non? Ouais, ça me fait peur, mais je dois dire quand même, en autant que les gens respectent les mesures sanitaires, mais ça, c'est pas tout le monde qui les respecte. Non, je sais. Disons. Mais clairement, ils buvaient pas tous de la bière à 0% d'alcool, hein? Ah, écoute, ça me donne le goût d'aller en boire, surtout de la Heineken 0.0. Pas de placement de produits, on s'entend là. Mais sinon, le circuit en tant que tel, est-ce que vous l'avez apprécié, Marc-André et Jean-Sébastien? Oui, j'ai aimé ça. L'ambiance était bonne. J'aime surtout voir les pilotes s'amuser. Moi, c'est une chose qui m'intéresse beaucoup. Quand les pilotes donnent leur satisfaction, ça vient me chercher parce que avant tout, on est là pour un spectacle, mais c'est le fun de voir que les pilotes s'amusent sur un circuit puis ils peuvent donner leur maximum et c'est un peu ce qui est arrivé en fin de semaine sur ce circuit historique. Et encore une fois, chapeau à l'organisation de ce Grand Prix qui a été exceptionnel, un beau spectacle en plus de Tiesto à la fin. J'ai eu la chance de le regarder un peu là, juste avant d'entrer en onde, mais ça rajoute à l'effervescence de ce Grand Prix, à la beauté de l'organisation et ça capitalise mon intérêt à y aller dans quelques années, voire peut-être l'an prochain, on verra. Si tout va bien, je te le souhaite. Si tout va bien. Et toi, Jean-Sébastien, est-ce que tu apprécies Zandvoort en général? Je suis content de l'avoir vu, au moins, ça c'est fait. Par contre, c'est pas le Grand Prix le plus excitant. J'ai hâte de voir les Formule 1 2022. C'est bien beau d'avoir des virages en banking, mais si ça amène pas des dépassements, ça amène pas même des tentatives, ça amène pas des possibilités de pouvoir avoir 2 lignes pour pouvoir essayer de dépasser, c'est pas super intéressant. Au moins, on l'a vu, mais je m'ennuie beaucoup d'un circuit qui appartient à Ferrari en Italie, par exemple. Et c'est la prochaine destination, d'ailleurs, la semaine prochaine, puisque c'est le Grand Prix d'Italie à Monza, avec la course sprint. Donc, évidemment, les qualifications seront le vendredi après-midi, dans notre cas, en fin d'après-midi pour les Européens, avec la qualification sprint, le samedi un peu plus tard dans la journée et le Grand Prix aux heures habituelles. Donc, c'est ce qui complète cette émission d'après-course du Bulletin GP. Merci à tous d'avoir été là. Évidemment, nous sommes disponibles sur Facebook, Twitter et Instagram, @le Bulletin GP. On a notre site web aussi, bulletingp.com. On a aussi notre podcast original qu'on publie à tous les jeudis. Et celui-là, pour la première fois, va se retrouver sur
l'émission d'après-course va être en version audio, donc si jamais, par exemple, en cette fin de semaine de la fête du travail, vous voulez réécouter l'épisode, ça va être disponible sur toutes vos plateformes de podcast préférées, donc Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, TuneIn et autres. Et même, on a le retour de Histoire de F1 qui parle de 2 écuries canadiennes qui ont représenté le Canada en Formule 1, Stebro et Walter Wolf Racing. Donc, c'est disponible sur toutes vos plateformes de podcast préférées et sur bulletingp.com. Alors, Jean-Sébastien, Marc-André, un énorme merci d'avoir été là. Ça faisait du bien de revenir, surtout dans un nouveau décor aussi. Un plaisir. Au plaisir. Alors, mon nom est Abdoussal. On continue toujours de rouler avec le bulletin GP. On se retrouve jeudi pour le podcast original et la semaine prochaine, dimanche prochain, même heure, même poste pour l'émission d'après-course du bulletin GP. Alors, merci d'avoir été là et bon week-end, bonne fin de week-end en fait. Salut à tous.